Bonjour, chers collègues, mesdames et messieurs, merci d'être connectés d'un peu partout sur le continent africain. Je suis Tendai Makamure, je suis spécialiste de toutes les questions infectieuses. Je suis basé ici au hub de Nairobi, chargé de la préparation en riposte. Je vous remercie d'être connecté pour cette session qui est très importante. Nous partagerons aujourd'hui certaines recommandations en ce qui concerne la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses, et en particulier nous parlerons de la variole simienne. Alors j'aimerais que l'on commence par le commencement. Nous allons donner quelques informations des tendances, et donc j'aimerais ainsi inviter ma collègue Amarachi. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme Tendai l'a déjà dit, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui et j'aimerais ce matin commencer par quelques questions aux informations d'intendance. Alors, comme vous le savez, nous avons des principes éthiques qui sont les plus élevés ici au niveau de l'OMS. Déjà, l'intégrité et le respect entre les participants et les panélistes et entre tous les participants en un mot. Ensuite, je précise que nous avons le service d'interprétation qui est disponible en français et en anglais. Alors, si vous regardez en bas de votre écran, vous verrez une icône qui ressemble à un globe terrestre et en dessous de laquelle il est écrit interprétation. Donc, vous pourrez cliquer sur cette icône, sélectionner la langue qui vous convient. Et bien sûr, si vous ne voulez pas entendre de voix en fond sonore, eh bien, cliquez sur euh, supprimer l'audio original. Je vous prie également de bien vouloir noter que nous allons limiter nos discussions et nos messages au thème des présentations. Vous n'avez donc pas besoin d'utiliser la section questions-réponses pour vous présenter. Mais si vous souhaitez vous présenter, utilisez la partie chat. Comme vous le voyez, il y a déjà certains collègues qui le font, hein. Vous pouvez donner donc votre nom, votre institution, ainsi que le pays à partir duquel vous êtes connecté. Et là, ce sera avec grand plaisir que nous allons vous souhaiter de nouveau la bienvenue. Alors, lorsque nous aurons le temps encore de passer à la série questions-réponses, notre modératrice du jour, Tendai, vous donnera la parole pour que vous puissiez faire votre communication. Alors, j'aimerais également préciser que sur l'écran, vous avez la fonctionnalité lever la main. Alors, pour d'autres participants, alors, je sais que ce n'est pas directement visible et donc parfois il faut cliquer sur l'icône réaction. Donc, quand vous cliquez sur l'icône réaction, vous verrez qu'il y a maintenant la fonctionnalité lever la main. Nous vous prions de bien vouloir lever la main le moment venu ou alors de poser vos questions en direct lorsque les panélistes feront leur présentation. Passons maintenant à la prochaine diapo. J'aimerais dire que vous participez à cette réunion et nous voulons croire que vous nous donnez également l'autorisation d'enregistrer vos questions, que ce soit les questions que vous soumettez par écrit ou à l'oral. Et bien sûr, cela nous permettra de poursuivre nos efforts d'apprentissage. Au cours des jours à venir, je vous enverrai les différents documents ainsi que l'enregistrement de cette réunion. Toutes les données que nous avons collectées lors de votre inscription, que ce soit votre nom, votre pays, etc. Et ce sont des informations que nous conservons de façon confidentielle. Ce sont des informations naturellement qui peuvent être utilisées pour certains rapports, pour des enquêtes, mais naturellement, toutes ces informations seront gardées confidentielles et seront utilisées strictement à des fins éthiques. Aujourd'hui, nous avons trois principaux objectifs. D'abord, l'idée, c'est de pouvoir présenter les nouvelles recommandations de l'IPC en ce qui concerne la variole sémienne. Ensuite, nous parlerons également des soins de santé dispensés à la maison. On parlera également des prestataires de soins de santé et nous parlerons enfin du nettoyage ainsi que de comment disposer de certains matériaux ou outils qu'on aurait pu utiliser. Enfin, on parlera du partage d'expériences et des leçons tirées entre les pays qui ont déjà fait face à la variole simienne. J'aimerais maintenant que l'on puisse jeter un coup d'œil à l'ordre du jour. Le discours liminaire sera prononcé par le docteur Tieno Baldé, qui est
le point focal de l'OMS. Donc, il est le gestionnaire des urgences sanitaires face à la variole simienne. Et donc, il sera représenté par quelqu'un du hub à Nairobi, vu que le docteur Baldé n'est pas connecté aujourd'hui. Ensuite, nous aurons l'introduction ainsi qu'un aperçu des directives ainsi que des mises à jour. Cette communication sera faite par Noshin, qui est technicien et qui est membre de l'équipe WASH et IPC au niveau du siège. Enfin, pardon, après cela, on aura une présentation technique qui sera faite par Dr. April, qui est la responsable de tout ce qui est WASH, IPC, au siège de l'OMS. Puis nous aurons la présentation faite par l'équipe de la Zambie. Monsieur Innocent Amogagno fera une présentation sur les pratiques ainsi que les défis en termes de mise en œuvre des soins de santé à la maison. Après cela, nous aurons une session de questions-réponses qui durera à peu près 20 minutes et là, nous vous inviterons à lever la main et à poser vos questions en direct. Au fur et à mesure que vous entendrez les présentations, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et naturellement, quand le moment viendra, vous pourrez lever la main pour prendre la parole en direct. J'aimerais également dire que le docteur Solomon, qui est à Nairobi et qui est notre point focal de l'équipe de gestion des urgences sanitaires à Nairobi. Merci. Je redonne la parole donc à notre collègue Tendai. Amarachi, merci pour ces informations d'intendance. J'aimerais ici saluer nos experts techniques qui proviennent du siège, mais également au bureau régional. Je remercie également le bureau pays de la Zambie, ainsi que le ministère de la Santé pour le travail remarquable pour que ce webinaire soit une réalité. Et en particulier, nous disons un grand merci à l'équipe de ECHO, ECHO. J'aimerais maintenant présenter ici le docteur Solomon, qui va donner le discours liminaire pour ouvrir cette session. Docteur Solomon, vous avez la parole. Chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous m'entendez très bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Bonjour, bonsoir selon l'heure qu'il fait chez vous. Je souhaite la bienvenue à tous les collègues qui participent à cet événement important. Déjà, je vous transmets les sincères excuses du docteur Tierno qui n'est pas en mesure de participer à la réunion d'aujourd'hui, mais je suis sûr que vous avez déjà par le passé, d'une façon ou d'une autre, interagi avec lui et fort probablement, vous le rencontrerez lors d'une prochaine formation. J'aimerais donc faire ce discours d'ouverture en son nom. Comme vous le savez, nous avons déclaré au niveau de l'OMS le 4 septembre la fin de la Mpox en tant que épidémie de priorité internationale. Cependant, c'est toujours une priorité dans la région Afrique, où nous avons enregistré récemment plus de 600 nouveaux cas chaque semaine dans plus de 22 pays. Alors, ce nombre de pays peut varier, mais en moyenne, on a une vingtaine de pays qui présentent de nouveaux cas chaque semaine. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment la principale situation d'urgence de l'OMS dans la région africaine. Nous mobilisons des ressources en interne, en tout cas dans la région, et nous apportons donc cet appui technique et opérationnel aux États membres. Il y a des progrès qui ont été enregistrés au cours des dernières années, comme vous le savez, par exemple. Nous avons de meilleures capacités de tests. Nous avons également élargi la capacité de vaccination, même si l'accès au vaccin en lui-même demeure un défi. Nous avons également des soins cliniques qui sont aujourd'hui beaucoup plus sûrs. Toutefois, nous avons des difficultés, notamment en termes de financement, particulièrement dans le contexte humanitaire que vous connaissez tous. Nous notons également qu'il y a des
limites en termes de dotation personnelle. Et puis, il y a aussi la fatigue du personnel, vu qu'il y a plusieurs flambées épidémiques en ce moment. La question également de la stigmatisation des patients est quelque chose auquel nous devons faire face sur le terrain. J'ajoute à cela qu'il y a aussi des campagnes de désinformation. Enfin, il y a aussi des lacunes en termes de mise en œuvre de IPC. C'est la raison pour laquelle nous avons ce webinaire. Alors, laissez-moi dire quelque chose concernant la phase de transition. Alors, comme nous l'avons dit, la variole simienne était une épidémie de portée internationale, ou une préoccupation internationale. Mais il nous a fallu passer de ce niveau à un niveau de prise en charge de routine. La variole simienne va certainement rester avec nous encore pendant quelques temps et donc il faut nous adapter à la situation. C'est pour cela que nous avons une feuille de route. Cette feuille de route sur la période 2023-2027 et c'est ce qui oriente en fait ce changement qui va permettre d'assurer la capacité d'endiguer la Mpox et probablement l'éradiquer totalement à l'horizon 2027. Notre effort, c'est vraiment d'avoir une approche qui est relativement peu coûteuse, mais qui est aussi efficace pour que l'on puisse passer une situation d'urgence à une situation où ce sont des programmes nationaux qui se chargent de la prise en charge de la variole simienne. Et donc, c'est cela dont nous parlerons au cours de cet atelier aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de mettre un peu l'accent sur les défis liés à la mise en œuvre de l'IPC. Alors, dans de nombreux pays et dans le contexte dans lequel nous vivons, il est impossible de ne pas avoir des prises en charge à la maison. Et ce, pour diverses raisons. C'est pour cela que je rappelle que ce n'est pas une tâche facile hein, de prendre en charge des patients à la maison. Parfois, les maisons sont surpeuplées, il n'y a pas suffisamment de mesures d'assainissement, hein, etc. Et donc, les nouvelles directives de l'OMS donnent en fait de nouvelles orientations pour que l'on prenne convenablement en charge les patients à la maison. Les États membres également doivent tenir compte du contexte, de leur contexte, pour pouvoir mettre en œuvre ces programmes de prévention et de contrôle des infections et aussi s'appuyer sur les professionnels de la santé au niveau communautaire. En plus de cela, nous devons également penser à l'intégration des systèmes de santé. Nous avons des équipes dédiées à la lutte contre la variole simienne. Ces équipes sont en train de se réduire parce qu'aujourd'hui, le niveau d'alerte a baissé, mais nous pensons que les activités liées à la variole simienne doivent être prise en charge au niveau national, au niveau des districts, mais également au niveau des communautés. Cela donc nécessite qu'il faut réviser les SOP, intégrer les activités de prévention et de contrôle des infections dans les plans nationaux de santé. Et par conséquent, mesdames et messieurs, j'aimerais, si vous le permettez, vous inviter à l'action. Transition ne veut pas pour autant dire qu'il faut se relâcher dans l'effort. Non. Au contraire, ça veut dire que nous devons protéger nos acquis, mettre en place des systèmes d'alerte précoce, avoir des détections rapides et renforcer l'action au niveau communautaire. Et donc, j'aimerais ici exhorter tous les États membres à adopter et à s'adapter aux nouvelles directives en termes de prévention et de contrôle des infections et mettre l'accent sur la possibilité d'une prise en charge des patients à la maison. Il faut également pouvoir intégrer ces mesures d'IPC dans des activités de surveillance des soins de santé primaires et bien sûr d'autres programmes sanitaires. Il faut aussi pouvoir partager les solutions entre les acteurs locaux pour pouvoir aussi tenir compte des défis pratiques au niveau culturel, par exemple, qui existent dans les communautés.
L'OMS et ses partenaires demeurent engagés à vous accompagner dans cette transition. Déjà, des experts techniques participeront au panel aujourd'hui. Ils vous présenteront le nouveau guide et ils vous donneront des exemples concrets de ce que font déjà certains pays. Ensemble, nous devons nous assurer que les acquis de la riposte déployée au niveau régional se traduisent en actions concrètes au niveau communautaire pour les protéger aujourd'hui et demain. Merci encore à tous et à toutes pour votre engagement et pour votre présence aujourd'hui dans ce cheminement qui est un cheminement important. Alors, c'est une action qui nous permet d'innover et d'intégrer de nouvelles mesures dans la prévention et le contrôle des infections. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que cette opportunité, parce que oui, dans chaque catastrophe ou dans chaque désastre, il y a une opportunité. Et donc, je veux que l'on saisisse la Mpox, la variole simienne, comme étant une opportunité pour être en meilleure posture, où nos communautés se sentent bien mieux, où elles sont capables de mieux réagir face à de nouvelles flambées épidémiques. Encore une fois, merci à tous et à toutes de votre présence et je vous souhaite de fructueuses délibérations. Merci, merci, docteur Solomon. En effet, l'institutionnalisation de la prévention et du contrôle des infections dans nos systèmes de santé est le message clé que je retiens de votre intervention. De tout ce que nous avons déjà appris, nous avons déjà une sorte de résilience. Et il faut bâtir sur cette résilience pour que nos systèmes de santé soient encore plus forts. Chers collègues, je pense que nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Certains d'entre vous se sont connectés en chemin et donc je vous souhaite la bienvenue. J'aimerais vraiment que l'on puisse écouter attentivement à toutes les présentations pour que l'on comprenne également quelles sont les innovations ou les nouveautés, pardon, dans les directives. Et puis à la fin de chaque présentation, eh bien, on aura la possibilité d'entendre des questions, questions vous permettant aussi d'avoir un moment plus interactif. Si vous avez des questions pendant que les présentations ont cours, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q et A ou Q et R en français, questions-réponses. J'aimerais maintenant inviter notre collègue Ousmane qui nous parlera du processus en fait d'élaboration de cette directive en termes de prévention et de contrôle des infections. Merci Ousmane. Merci Tendai, pardon. Alors, je pense que le docteur Solomon a déjà planté le décor et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous présenter de façon sommaire le guide pour la prévention et le contrôle des infections. Au cours des dernières années, il y a eu des mises à jour. Déjà, sur cette première diapo, qu'est-ce que nous voyons? C'est le contexte. Qu'est-ce qui a suscité l'élaboration de ce guide en 2025? Vous le savez tous, la flambée épidémique a été annoncée en 2022 lorsque l'OMS a publié des guides ou un guide pardon intérimaire. Alors, depuis 2022, nous avons vu une augmentation des données cliniques, notamment des informations sur la transmission, sur l'expérience également en termes de gestion des patients. Donc, toutes ces choses ont été documentées depuis 2022. Et en août 2024, nous avons assisté à l'apparition d'une nouvelle clade, la clade 1B ou 1B, qui fait que à la fin d'août 2024, nous avons assisté à une variation de la contamination, de la circulation du virus. Donc, cela a eu un impact sur la mortalité ainsi que sur la morbidité, et nous nous sommes dit qu'il était important d'améliorer la qualité des soins pour réduire cette mortalité et cette morbidité, tout en assurant également une meilleure santé, une meilleure protection professionnelle de la santé ainsi que celle des patients. Voyons maintenant quel a été le processus pour élaborer ce guide qui est basé sur des évidences dans la prise en charge de la Mpox. Cela a été fait en 2025, en mai précisément. L'OMS a proposé de nouvelles recommandations. Donc, nous avons présenté
une revue, une révision de manière systématique portant sur la transmission de la Mpox. L'objectif étant d'élargir l'ensemble des publications et d'améliorer l'étude qui a été faite en 2023 et publiée en 2024. La révision systématique, quant à elle, n'a pas encore été publiée, même si les résultats de cette étude eh bien, sont déjà contenus dans ma présentation aujourd'hui. Certaines des premières choses que nous avons découvertes sont que plus de 95% des transmissions sont le résultat de contacts physiques directs, sexuels et non sexuels. Il y a également des contacts avec des lésions cutanées. On observe également qu'il n'y a eu aucun cas confirmé de transmission par voie aérienne. Il y a eu seulement un seul cas euh, d'une personne auto, euh, qui s'est auto-déclarée après exposition à de la salive ou à des gouttes. Enfin, pour ce qui est des professionnels de la santé, on a constaté que les infections étaient notamment dues à des blessures avec des aiguilles ou alors des seringues. Ce sont là les premières conclusions. Ce que nous retenons, c'est que l'OMS a décidé de produire des guides à partir d'un groupe de travail qui est composé d'experts des maladies infectieuses, de l'IPC, des cliniciens, des professionnels de la santé publique, des pédiatres, de la santé maternelle, etc. Donc, tous ces professionnels se sont mis ensemble et ont pu produire des preuves. Ces preuves ont été utilisées pour former une déclaration. En fait, cette déclaration contient des recommandations. Passons à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau de 2022 à 2025? Parce que le nouveau guide date de 2025. Sur la base du guide intérimaire produit en 2022, nous avons intégré les directives de prise en charge clinique. À ce jour, nous avons 7 nouvelles recommandations. Deux de cette recommandation sont spécifiques à l'IPC. Pour ce qui est maintenant des mesures de prévention et de contrôle des infections, il y a une recommandation sur les soins de santé à la maison et une autre sur les soins de santé en milieu euh, médical. Ce sont naturellement des mesures qui peuvent être intégrées dans les guides nationaux. Ce sont des documents qui sont vivants et qui seront mis à jour selon que les évidences sont disponibles et il y aura de nouvelles recommandations qui seront édictées également. Voyons maintenant tous les outils, les instruments qui ont servi au cours des dernières années et qui permettent de mettre en œuvre des mesures de PCI et de WASH, aussi bien dans les communautés que dans les centres de santé, pour également accompagner la coordination des activités. C'est une approche qui est intégrée et qui permet de retrouver toutes les mesures de PCI au niveau des centres de santé, dans les communautés ainsi que dans les ménages. Tous ces documents sont disponibles sur notre site Internet, mais également vous les retrouvez ici dans ma présentation. Merci, je redonne la parole maintenant à Tendai. Merci, Noshin, Ousmane, pour votre présentation. Je pense que vous venez de nous donner un aperçu complet du processus d'élaboration de ce guide. Nous voyons pourquoi ce nouveau guide était nécessaire. J'aimerais maintenant que l'on passe à un petit sondage. Chers collègues, je pense que vous verrez maintenant apparaître à l'écran un sondage avec quelques questions. S'il vous plaît, choisissez la bonne réponse. Pour la troisième question, s'il vous plaît, cliquez sur la barre à droite de l'écran pour pouvoir avoir davantage de réponses. Donc, nous avons 3 questions qui vous sont soumises. Vous avez 3 minutes et puis vous pourrez passer à la deuxième question. Je répète, hein, pour la troisième question, il vous faudra aller un peu plus vers le bas pour voir les 3 réponses. Alors, voyons quelles sont les questions. La première question, c'est de savoir est-ce que vous connaissez plus ou moins le guide
de l'OMS sur la PCI qui a été produit en 2025. Deuxième question, c'est de savoir si, après une révision systématique, 80%, 95% des cas de Mpox sont par lequel de ces scénarios. Vous pouvez choisir les différentes options. Et puis, comme je l'ai dit, pour la troisième question, vous pouvez avoir davantage de réponses si vous déroulez vers le bas. Merci. Plus que quelques secondes. Grand merci. Je ne sais pas si nous avons reçu toutes les réponses ou devons-nous patienter un tout petit peu pour avoir la réponse du sondage. Alors, en ce qui concerne les réponses au premier sondage, on se rend compte que 70% des personnes ici ont indiqué ne pas connaître le rapport publié en 2025. Alors, je dirais que c'est un atelier qui est au pointeur parce que nous avons la population cible ici présente. Et maintenant, vous allez connaître ce que c'est que ces lignes directrices et les recommandations. En ce qui concerne la révision systématique, 80, euh, 65%, c'est pour le contact direct, 1% c'est par inhalation et 7% par exposition aux gouttelettes et 16 ou 18%, c'est tous les éléments cités. Ici, nous constatons que la transmission se fait principalement à travers un contact direct. Et nous comprenons donc que c'est une transmission qui va être la base dans tous les documents d'intervention en ce qui concerne la prévention, le contrôle des infections de la MPOS. Je pense que la plupart d'entre vous ont noté qu'il y a la stratégie du IPC, ensuite les post-tests qui vous ont permis d'avoir plus d'informations sur ce, li- ce guide. Également, vous nous avez donné plus d'informations sur le mode de transmission. Nous allons procéder à l'étape suivante. Merci. En effet, le rapport systématique a mis en exergue que plus de 90% des transmissions se fait par contact direct. Et il y a seulement une personne, non, pardon, c'est seulement, il a été mentionné qu'il n'y a aucun cas qui a été confirmé en ce qui concerne les gouttelettes. C'est principalement donc une transmission directe ou indirecte. Une transmission directe par voie sexuelle ou non sexuelle. Alors, on comprend que 95% de la transmission se fait principalement par le contact direct. Et c'est l'un des éléments clés que nous devons comprendre, le mode de transmission qui nous permet de pouvoir formuler ces nouvelles recommandations dans le cadre de ces lignes directrices. J'aimerais également vous encourager à utiliser la boîte de questions et de dialogues pour poser vos questions. Utilisez la boîte de questions et réponses pour vos questions uniquement et la boîte de dialogue pour les conversations. Ceci pour permettre à notre équipe de répondre à vos questions directement. Nous vous encourageons également de partager le lien dans vos réseaux afin que tout le monde puisse se connecter et prendre part à cette session très importante. Si vous avez également besoin de suivre la conversation en français, regardez au bas de l'écran, vous avez l'option interprétation en français.
Maintenant, nous allons passer aux mises à jour sur les nouvelles recommandations. Je vais donc inviter Dr. Ruka Bola qui va nous entretenir des nouvelles mises à jour sur ces recommandations. Docteur April, vous avez la parole. Nous vous recevons parfaitement. En premier lieu, j'aimerais remercier Tanda et Afro et l'OMS pour cette opportunité qui m'a été donnée de prendre la parole. C'est un réel plaisir d'être ici. Merci de Chine pour avoir présenté également les preuves basées. Les études basées sur les preuves, c'est très important. Également, nous avons vu ce qui se passe sur le terrain et je suis ravie que vous preniez le temps de vos emplois du temps chargés pour être ici, pour savoir quelles sont les avancées dans ce domaine. Maintenant, nous allons parler des recommandations. Voici donc les éléments saillants en ce qui concerne les recommandations du IPC. Ici, ce sont des recommandations pour la gestion et pour la prévention et contrôle des infections, mais nous allons mettre l'accent sur le IPC, car nous savons que dès qu'il y a une détection, nous commençons avec le dépistage et le triage ensuite. Alors, il faut savoir que nous faisons partie de cette trajectoire. Nous sommes un élément important de ce processus. Voici donc le plan. Et ce plan nous permet de voir ce que nous devons faire avec les patients malades de la variole simienne. Et qu'est-ce que nous devons observer? Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont sévères ou qui sont euh, à peu près visibles? Nous devons déterminer ceci. Nous devons déterminer également si c'est un patient à haut risque ou à faible risque. Dans quel groupe ce patient se trouve-t-il? Et si c'est non, ici, on dira que c'est un patient avec des symptômes moins sévères. Mais quand ce sont des symptômes sévères, ceci doit être géré au niveau du cadre communautaire. Alors, on doit comprendre quel est le cadre communautaire. Est-ce que ce sont des personnes vivant dans un camp de réfugiés, dans un camp euh, ou dans un endroit, dans un bidonville, les centres de santé, quels sont les centres de santé disponibles dans cette communauté? Et ensuite, vous devez poser des questions relatives au IPC, notamment la prévention et le contrôle des infections. Ceci pour une gestion à la maison. Et si c'est le si, si il y a un traitement à la maison, est-ce que ce malade peut être mis en isolation ou en quarantaine? Est-ce que la famille a les moyens de continuer ses activités pendant qu'elle traite cette personne? Et, et est-ce que la famille également prend les mesures nécessaires, notamment le port du masque et autres? Nous allons revenir sur ceci. Il faut dire que des fois, vous pouvez être dans une situation plus complexe où vous devez aller vers votre docteur pour pouvoir vous adapter dans le système de traitement de routine ou en cas d'urgence. Tout ceci vous permet de voir comment gérer les cas au niveau des centres de santé. Vo- Voici les facteurs pour la prise de décision sur la gestion des patients de MPOS. Alors, quand ce sont des personnes qui ont des maladies plus visibles ou qui ont des complications, quels sont ces patients déjà? Ce sont les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes avec des, su- des systèmes immunitaires faibles, également, ce sont des patients qui sont sujettes à des complications médicales, des patients qui vomissent, qui sont confus, qui sont victimes d'irritation, qui peuvent être également mal nourris ou montrent des cas de maladies sévères. Ici, c'est pour les signes cliniques.
Si ces personnes également ont des douleurs ou ont des blessures, toutes ces personnes doivent être traitées dans le cadre clinique. Et maintenant, en ce qui concerne les mesures dans le cadre du centre de santé, ici, il faut mettre l'accent sur les précautions en termes de SOP pour ce qui concerne l'hygiène. Et également, il faut pouvoir suivre le protocole en termes d'interaction. Il faut également suivre le protocole sur la base de l'évaluation des risques. Et pour le cas de la variole simienne, il y a des éléments très clés pour éviter toute transmission. Et comme vous l'avez dit au cours du sondage, la transmission principale se fait par contact direct. Alors ici, il va falloir promouvoir l'hygiène des mains, le placement du patient. Il faut savoir dans quel contexte il faut maintenir le patient. Si ce n'est pas possible, si ce n'est pas possible, il faudrait qu'il y ait un, il faudrait que vous puissiez voir s'il est possible d'avoir le patient dans une salle unique. Et si ce n'est pas possible, il faut prendre en considération tous les critères avant de permettre au patient d'être avec d'autres malades. Également, n'oubliez pas les équipements de protection personnelle, la sécurité des éléments injectables, le nettoyage égale la désinfection de l'environnement, la gestion du transport en ce qui concerne les draps, la décontamination et le retraitement de tous les équipements qui doivent être décontaminés après utilisation. Parce que vous savez qu'il peut y avoir un flux corporel qui peut être considéré comme un moyen de transmission de la maladie, également la gestion des déchets. Alors, quelles sont les recommandations clés dans le cadre du centre de santé? Au départ, on demandait aux agents de soins de santé de porter des respirateurs ou d'utiliser des respirateurs. Mais aujourd'hui, en comprenant mieux le mode de transmission, la recommandation, c'est que pour les patients qui sont confirmés ayant la variole sémienne ou du singe, puissent un haut niveau de protection pour éviter tout contact. Alors, vous pouvez porter des masques et même utiliser une protection des yeux. Ceci doit faire partie de l'évaluation des risques. Et vous devez évaluer s'il y a lieu d'utiliser un respirateur et si vous devez faire également des procédures respiratoires, vous ne devez pas oublier de prendre les mesures de protection nécessaires. Voilà, en ce qui concerne les visiteurs, il est très important de respecter les recommandations de l'OMS. Vous savez que les patients, des visiteurs, ont des personnes qui les aiment. Alors, il faudrait que les visiteurs puissent se laver proprement les mains avant et après euh, d'être entrés dans la salle du patient. Il faudrait également déterminer quel est le niveau de risque du patient. Ceci permettra de déterminer s'il faut autoriser des visites ou pas. Également, il faut déterminer les types de communication, peut-être l'utilisation de téléphone ou de WhatsApp ou même des visioconférences dans certains cas. Alors maintenant, nous allons transitionner du centre de santé au centre ou à la communauté, aux soins au sein de la communauté. Quelles sont donc les mesures du IPC, les mesures de prévention et de contrôle des infections? Pas seulement des mesures pour la prévention de la variole sémienne, mais pour toute autre maladie. Et ici, il faut mettre l'accent sur l'hygiène des mains. Il est très important de pouvoir euh, avoir des éléments dédiés aux personnes, surtout dans la communauté. Chacun doit avoir ses outils pour éviter toute transmission directe. Également la gestion du linge, un environnement propre et la gestion des déchets, comme nous l'avons abordé un peu plus tôt.
Quels sont donc les critères pour les soins au sein de la communauté ou à la maison? Comme si les lignes directrices nationales le permettent et qu'il y a euh, euh, toutes les mesures en place, vous, vous devez d'abord examiner avec un professionnel, un docteur ou une infirmière, est-ce que c'est un cas sévère ou moins sévère. Vous pouvez également trouver une personne qui pourrait appuyer la famille dans ses soins. Et c'est cette personne qui va en effet mettre en œuvre les recommandations IPC au sein de la maison ou du ménage. Vous avez entendu le docteur qui a parlé de la difficulté de gérer une personne souffrante dans les maisons. Alors, si vous avez une personne qui peut vous aider, surtout pour permettre de mettre la personne malade en quarantaine et y prendre soin, c'est l'idéal. Également, l'accès aux provisions est très importante et il faudrait avoir la présence d'un agent de santé qui pourrait aider jusqu'à ce que tous les symptômes disparaissent. Et ici, nous parlons de lorsque le cas est plus ou moins sévère. Alors, qu'en est-il des considérations à prendre en compte pour les enfants de moins de 5 ans? Ici, pour les enfants de moins de 5 ans, de plus de 5 ans, pardon, et des adolescents, quelles sont les recommandations? Les recommandations, c'est de tolérer les enfants qui ne tolèrent pas le port du masque ou qui ont des lésions doivent être dans les centres de santé. Par ailleurs, toute décision relative au traitement des enfants doit être prise en collaboration avec un agent de soins de santé. Et pour conclure, il est très important de prendre en considération le bien-être psychosocial de l'enfant. Quels sont donc les éléments éducatifs que nous devons donner aux patients à la maison? Ce sont des éléments de base, mais très importants, notamment rester hydraté, bien manger, bien dormir, prendre ses médicaments, surtout prendre des médicaments contre la douleur, et si vous avez la fièvre, il faut prendre des médicaments. Il faut également éviter de promouvoir tout moyen de transmission, faire du sport et demander de l'aide émotionnelle si vous en avez besoin. En ce qui concerne les éruptions cutanées et les blessures, il est important de ne pas les toucher, de ne pas se gratter. Et vous savez que les lésions se trouvent lorsque la charge virale, dans les lieux où la charge virale est plus élevée. Il faut également garder ces lésions sèches et couvertes. Il faut utiliser de l'eau propre ou mettre de du sel isope dans de l'eau pour le traitement de ces blessures. Utilisez également du paracétamol pour les douleurs. Utilisez le paracétamol lorsque vous avez des douleurs. Quelles sont donc les nouvelles recommandations en ce qui concerne la gestion des patients avec des symptômes moyens ou moins sévères? Ici, certaines conditions doivent être remplies pour pouvoir mettre en œuvre ces recommandations de l'OMS. Lorsque vous avez des symptômes moins sévères, vous n'êtes pas obligé d'être sous quarantaine si seulement les personnes autour de vous portent des masques à filtre et les mesures de prévention et de contrôle sont mises en œuvre. Ceci permet de réduire la contamination dans votre environnement. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous devez porter le masque, vous devez couvrir vos blessures et vous pouvez vous déplacer au sein du ménage ou même sortir. Sur la base des preuves, nous prenons ainsi
en considération la situation du patient, la situation économique ce patient qui doit certainement sortir, travailler ou doit vaquer à ses occupations. Parce que si ces patients doivent rester cloîtrés à la maison, ils ou elles pourraient être victimes de stigmatisation et d'isolation. Et le port du masque et la couverture des lésions permet de ne pas les exposer à la visibilité des autres. Alors, c'est une petite nuance. Il faut dire que rien n'est fixe, mais ceci permet de donner d'autres options dans certaines conditions. Alors, voilà ce qui était auparavant, porter le masque et les lésions, mais avec des nouvelles recommandations, avoir une collaboration avec l'agent de santé est essentielle. Il faut un nettoyage de ces lésions. Il faut également nettoyer tous les espaces et les désinfecter au moins 2 fois dans la journée. Et chaque fois que vous devez quitter la maison, couvrir les lésions, porter un masque, garder également une distance d'1 mètre. Également, vous devez trouver une personne qui pourrait vous aider avec le nettoyage et le changement des draps. Et ces personnes également doivent porter des masques. Il faut noter qu'il est essentiel également que cette personne doit avoir ses propres outils et même tous les couverts dans la maison pour cette personne ne doivent pas être touchés par les autres. Voici des éléments à prendre en considération pour les soins de santé à la maison, selon les lignes directrices du IPC. Ici, il faut dire que ce sont des choses qui ne peuvent pas être faites par le patient. Ce sont des agents de santé communautaire qui doivent appuyer ces familles, faire le suivi, les accompagner avec un appui psychosocial, en plus de ce que ces ménages font déjà. Alors, il est important de travailler avec les agents de santé communautaire afin que elles puissent faire partie de ce programme et qu'ils soient impliqués également dans le nettoyage et également répéter les recommandations et les lignes directrices essentielles pour la prévention et la protection. Pour le suivi, comme j'ai déjà mentionné, il faudrait qu'il y ait des visites régulières sur une base hebdomadaire ou selon le besoin d'appui. Il faudra également minimiser le contact. Toutefois, les personnes de la maison qui sont en contact avec le malade doivent également faire des contrôles pour s'assurer de ne pas tomber malade. Ceci doit être un minimum de 21 jours après le dernier contact avec la personne malade. Il faudrait également que même quand une personne est déclarée guérie, il faudrait qu'il y ait un moment d'isolation de 21 jours avant d'attester de la guérison de cette personne. Alors, pour les patients à la maison, isolés ou pas, devraient éviter d'être en contact direct avec les autres jusqu'à ce que les blessures sèchent et que la peau ne se reconstitue. Et c'est seulement à ce niveau qu'on les considère comme personnes qui ne peut plus transmettre la maladie ou guérir de la variole simienne. Alors, comment mettre fin aux soins à la maison? Ceci doit être déterminé par l'agent de santé et une fois que c'est fait, il faut qu'il y ait un nettoyage en profondeur et également désinfecter tous les lieux, que ce soit la chambre, les draps, la salle de bain, le matelas, tout ce qui a été utilisé pour le traitement de cette personne. Une fois que tout a été désinfecté, vous pouvez réutiliser cela. Vous n'avez pas besoin de les brûler. Quels sont les messages clés à prendre en considération en ce qui concerne les soins de santé dans les ménages? Il faut dire que
La variole simienne moins sévère peut être gérée ou traitée à la maison en portant des masques, en protégeant ces lésions. Pour les cas qui sont plus sévères, toutefois peuvent être traités à la maison, mais ont besoin d'être isolés. Il faudrait également qu'on évite tout contact direct avec la personne malade jusqu'à ce que la personne guérisse complètement. Et comme nous l'avons dit, il faudrait que les lésions guérissent et que la peau se reconstitue pour que nous puissions déterminer que cette personne est vraiment guérie. Ensuite, les agents de santé, dans y compris les agents de santé communautaire, doivent être formés afin de pouvoir fournir des soins selon les recommandations et en utilisant les mesures du IPC. Voilà donc les informations que j'ai voulu partager avec vous en ce qui concerne les recommandations du IPC. Je donne la parole à Noshin. Merci énormément. Voici donc le document, le projet de document qui a été élaboré avec toutes les parties prenantes. Et ceci est né sur la base des besoins et de qui est en charge de quoi dans les communautés, c'est-à-dire dans les soins fournis à la maison, surtout dans les camps de réfugiés. Et il faut savoir quand on n'a pas besoin de mettre le patient en quarantaine. Quand est-ce qu'il faut déterminer que le patient est guéri? C'était vraiment difficile pour eux de se soumettre aux recommandations, étant donné que les mesures du IPC étaient difficiles à mettre en œuvre dans les cadres de camps de réfugiés ou de personnes déplacées à l'interne. Parce que très souvent, on partage son espace de vie, son lit avec sept autres membres de la famille. Donc, c'était difficile. Alors, sur la base de ces défis et besoins, nous avons élaboré sept principes qui incluent les principes d'IPC également. Mais ceci commence par la phase de planification et coordination jusqu'à la phase de mise en œuvre. Pour la première phase, qui est la planification et la coordination, il est essentiel de mettre en place des centres de santé communautaires dans ces cadres. Et pour cela, vous devez déterminer les besoins en faisant une cartographie des personnes avec des personnes focus. Pourquoi le faire? Parce qu'il est essentiel d'élaborer, de déterminer la capacité des lits et la capacité de la gestion de la communauté face au fardeau de la maladie. Par ailleurs, nous devons avoir un retour sur la base de l'accessibilité et des services qui vont être nécessaires. Également, quelles sont les personnes qui aimeraient se porter volontaires dans ces centres de santé communautaires? Alors, il est important d'avoir une consultation véritable avec la communauté, avoir des communications avec la communauté afin de recueillir leur retour d'information dans la phase de planification et d'élaboration. Vous devez également prendre en considération l'intégration d'autres secteurs tels que les centres d'hébergement, entités de nutrition et d'alimentation, car ce sont des entités qui sont essentielles. Les communautés doivent avoir accès à de la nourriture dans les points de distribution et tout dépend de leur état économique. Parfois, ces malades ont besoin d'avoir accès aux autres membres de la famille. Alors, il est important de travailler de façon multisectorielle. Et le troisième point, à ce niveau de la planification et de la coordination, c'est les critères d'éligibilité. Car vous savez, il faut déterminer ces critères. Nous les avons déjà mentionnés. Lorsque il y a des cas moins sévères de variole sémienne, vous pouvez traiter le patient à la maison. Alors, on doit savoir qui a besoin de ces soins et comment cela peut se faire dans les camps de réfugiés et les camps de personnes déplacées. Il faut également
déterminer le processus de prise en charge, nous devons prendre en considération la peur et la stigmatisation, car c'est un fait réel. Il faudrait que la population soit très bien informée sur ce que c'est que cette maladie, quels sont les critères de transmission, afin de permettre aux malades de pouvoir être réintégrés dans la communauté après guérison. Il faudrait donc considérer toutes ces dimensions psychosociales qui pourraient affecter les patients. Diapo suivante. Voici un autre élément à prendre en considération dans la phase de planification. Chaque patient doit avoir sa salle personnelle. Et quand les ressources ne permettent pas de faire ceci, il faudrait qu'il puisse avoir euh, un, un hébergement coopté. Toutefois, il faudrait que vous puissiez mettre en œuvre les mesures de prévention adéquates. Vous devez également avoir un lit dédié, avoir des toilettes séparées pour le patient qui est nettoyé couramment, désinfecté couramment. Et Il faut également une bonne ventilation dans le centre. Et nous devons également nous assurer que c'est un espace qui est suffisamment inclusif, qu'il y a la possibilité de communiquer, également de faire la cuisine. Alors, l'un des principes du PCI, c'est que il faut également de bonnes dispositions en termes d'hygiène. Dans la mesure du possible, il faut également que les professionnels de la santé puissent former les patients ainsi que les prestataires de soins. Ensuite, que ce soit les visiteurs, les patients ou d'autres personnes, il faut également qu'il y ait des mesures qui sont vraiment bien définies. Par exemple, même les patients, eh bien, une fois que leurs lésions, les blessures sont couvertes, eh bien, ils ont la possibilité de se déplacer au moins dans leur espace. Le protocole de désinfection, de nettoyage doit aussi être enseigné. Cela peut être fait par les patients eux-mêmes ou même par la personne qui est chargée du nettoyage dans le camp. Il faut également des services qui dispensent, qui disposent des déchets. Tous les déchets doivent être répartis par des codes couleurs. Il faut également des espaces de stockage qui sont sûrs et à partir desquels eh bien, on peut disposer des ordures. Voilà. Retournons à la diapo précédente, s'il vous plaît. Concernant maintenant les services essentiels pour avoir des centres de santé au niveau communautaire, d'abord, il faut de l'eau potable. De l'eau potable. J'entends par là hygiène, pour l'hygiène, pour le nettoyage, et puis naturellement pour se rafraîchir. Euh, il faut également des mesures d'assainissement adéquates, des toilettes. Il faut aussi des ustensiles de cuisine et un appui nutritionnel dédié aux patients ainsi que aux personnes qui prennent soin des patients. Il faut ensuite des matelas, des lits dans la mesure du possible, des moustiquaires imprégnés. J'ajoute à cela qu'il faut également du savon, des serviettes hygiéniques pour les femmes. Lorsque l'on décide, par exemple, des lits ou des matelas, il faut également tenir compte de la dimension genre, euh, ce qui est vraiment important dans la conception des centres de santé communautaire.
D'autres l'ont déjà dit, il faut un soutien psychosocial pour les patients, pour la communauté, pour toutes les personnes en fait qui sont affectées. Et c'est de cette manière que ces derniers arrivent à trouver les forces mentales pour se conformer aux exigences de la PCI. Et ensuite, il faut vraiment un lien étroit entre les services de santé et les services d'assainissement, même au cas où les conditions de santé du patient détériorent. Concernant maintenant les dotations en personnel, il faut au minimum un manager, un agent de liaison, un professionnel de la sécurité, des professionnels ou au moins un professionnel chargé du nettoyage. Les professionnels de la santé doivent jouer un rôle de sensibilisation, dans la mesure du possible, offrir une aide psychosociale et mentale, savoir comment est-ce que les patients gèrent leur situation et comment est-ce qu'ils arrivent à s'adapter, se conformer aux mesures telles que contenues dans le guide. Dernière diapo, ou prochaine diapo, s'il vous plaît. Concernant les engagements communautaires, je dirais que c'est vraiment le cœur, c'est la base pour créer un lien très étroit avec la communauté, pour les sensibiliser, permet de réduire les problèmes de désinformation, de stigmatisation. On peut donc utiliser différents canaux au sein du centre ou du camp de déplacés et protéger les besoins des groupes les plus vulnérables. Cela se fait grâce à des consultations communautaires. Après ces consultations, il faut pouvoir retransmettre les informations aux gestionnaires ou aux responsables du camp. Un autre domaine qui me semble important, c'est le suivi et l'amélioration continue. Cela ne peut se faire que lorsqu'il y a des audits sur la sûreté, entendre le feedback des personnes soignantes, des patients, de la communauté. Et puis, si on ne met pas en mesure les mesures PCI, eh bien, ce n'est pas vraiment utile d'avoir ces centres communautaires. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire le suivi de manière régulière, faire les mises à jour nécessaires, basées sur les leçons apprises, et euh, sur la base de ces leçons apprises, eh bien, pouvoir améliorer le système de prise en charge des patients. Merci beaucoup, merci. Je redonne maintenant la parole à Tendai. C'est moi qui vous remercie, docteur April Boller, ainsi que vous-même, Noshin. Merci pour ces informations que vous nous donnez sur la prise en charge, les dispositions cliniques, mais aussi l'accent que vous avez mis sur les précautions en ce qui concerne la contamination par gouttelette. Vous avez également parlé de la bonne canalisation ou la bonne ventilation des infrastructures qui accueillent les patients. Vous avez par ailleurs parlé aussi de l'utilisation des équipements de protection personnelle, notamment les masques à filtre pour le personnel de la santé. À cela, vous avez ajouté qu'il est important que le personnel se conforme aux recommandations des lignes directrices. Enfin, la Chine, vous avez mis l'accent vraiment sur les camps de déplacés internes ainsi que sur d'autres centres communautaires qui accueillent des patients. Je pense avoir fait le tour de ce résumé. Je vais maintenant demander aux interprètes de bien vouloir traduire en français les questions que je vais présenter à l'écran maintenant. En particulier, voilà, on a des questions qui s'affichent dans le cadre de ce questionnaire, de ce sondage. La première question est la suivante. S'il vous plaît, sélectionnez les considérations de mise en œuvre pour une prise en charge à domicile des patients. Donc, on a différentes options. Euh,
porter des vêtements et couvrir les lésions, pardon. Ensuite, l'hygiène des mains, des bonnes mesures environnementales et désinfecter les blessures, avoir des ustensiles personnels qui sont dédiés aux patients, changer régulièrement le linge, la gestion des déchets ou enfin toutes les options surlignées. Passons maintenant à la deuxième question. Question 2. Chez les patients, chez les cas suspects ou les patients confirmés de Mpox, l'OMS suggère que les professionnels de la santé utilisent des précautions en termes de contact ou d'exposition aux gouttelettes. S'il vous plaît, sélectionnez les équipements de protection personnelle nécessaires pour les contacts et les précautions pour l'exposition aux gouttelettes. Donc, on a ici différents équipements, des gants, des robes, des masques à filtre, des protections pour les yeux et enfin, toutes les options ci-dessus. Troisième et dernière question, utilisez exclusivement des masques à filtre lorsque la ventilation est mauvaise, lorsque vous réalisez l'AGPS ou sur base de l'évaluation des risques. Vous avez deux options, vrai ou faux. Choisissez la bonne option. Je vous donne encore quelques secondes pour répondre à ces questions. Merci. Je précise également que vous avez l'icône questions-réponses pour réagir aux différentes recommandations qui ont été présentées par Dr April ainsi que par Dr Noshin. Voilà, on va passer maintenant aux réponses. Bonjour, je pense que nous voyons les réponses qui s'affichent maintenant à l'écran. 80% des participants ont dit toutes les réponses précédentes. Donc, vous avez choisi la dernière option à la première question qui a été posée. Pour la deuxième question, maintenant, voyons quelles sont les réponses. 76% d'entre vous euh, sont d'accord pour la dernière option, donc tout ce qui précède. Et puis pour la troisième et dernière question qui porte sur les masques à filtre, eh bien 72% ont dit que la question ou l'affirmation était vraie et 28% ont dit que c'était faux. Je vais peut-être maintenant donner la parole à Dr. April, qui pourra peut-être apporter des éclaircissements sur les questions 2 et 3. Merci. Oui, merci. Je pense que pour la plupart des questions, la majorité des participants a bien répondu. En fait, je pense que pour la dernière question, la recommandation est la suivante. Les masques à filtre doivent être utilisés lorsqu'il y a une mauvaise ventilation, lorsque il y a des mesures AGPS qui sont suivies. Toutefois, les professionnels de la santé ont le choix. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, c'est vrai que les recommandations constituent une boussole, mais en définitive, c'est aux professionnels de la santé de décider d'utiliser, par exemple, des masques à filtre en toutes circonstances ou alors de ne pas en utiliser. Mais nous devons savoir que le mode de transmission, en général, c'est vraiment des contacts qui sont très proches et potentiellement des gouttelettes. Nous avons déjà identifié que la transmission par air est très peu fréquente, pour ne pas dire n'est pas du tout une option. Et donc, pour cela, le port du masque est déjà une barrière suffisante. Merci. Merci. Voilà, je vois qu'il y a des participants qui font signe du pouce pour dire effectivement qu'ils comprennent bien ce que vous venez de dire. Nous allons maintenant passer à la prochaine session, chers collègues. Nous allons entendre des expériences pratiques, notamment de la Zambie, pour savoir comment est-ce que ce pays a mis en œuvre les mesures, les lignes directrices de prise en charge des patients à domicile, des patients de la variole simienne.
Nous invitons maintenant Monsieur Innocent Amouaganyou. Bonjour, mesdames et messieurs. Voilà, j'espère que vous m'entendez très bien. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, ma vidéo ne fonctionne pas bien. Mais bon, le plus important, c'est ma présentation. J'espère que vous la voyez. Il s'agit de partager avec vous l'expérience de mon pays, la Zambie, en termes de prise en charge à domicile des patients de la variole simienne. Je suis Monsieur Innocent Ngagno, je suis le coordinateur de la PCI, Prévention et Contrôle des maladies infectieuses dans mon pays. Nous avons un programme ici en Zambie qui passe du niveau communautaire, du niveau régional au niveau communautaire. Et dans le cadre de l'IMS, le programme PCI fait partie des piliers opérationnels de notre riposte. Je précise également que le programme IPC est composé de plusieurs sous-comités. Il y a un sous-comité qui se regroupe toutes les 2 semaines, qui voit par exemple la présence du ministère de la Santé ainsi que d'autres ministères qui ont un rôle à jouer, et bien sûr le bureau pays de l'OMS. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voyons ici la structure de la prévention et du contrôle des infections. D'abord, c'est une structure qui est chapeautée par le ministère de la Santé. Ensuite, nous avons le, les secrétaires permanents, on va dire le secrétaire général du ministère, qui travaille avec d'autres départements, notamment les bureaux de la santé au niveau provincial. En dessous de ces deux, nous avons le directeur chargé de la promotion des déterminants sociaux de la santé. Au niveau des provinces, on a les bureaux des districts, puis les responsables des centres de santé, et enfin, nous avons les responsables communautaires. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, sur cette diapo, je vais vous donner un aperçu de la situation épidémiologique en Zambie. Nous produisons des rapports chaque semaine. Là, nous sommes à la semaine 37. Et ici, nous avons plus de 123 cas suspects. Nous avons déjà plus 25 cas confirmés, 27 cas actifs et malheureusement, nous avons 3 décès. Dans notre pays, la Mpox a été signalée pour la première fois le 10 octobre 2024. Et là, nous avons les chiffres cumulés. La ligne violet, c'est ce que vous voyez. À ce jour, alors nous enregistrons encore quelques cas. Et aujourd'hui, en septembre 2025, nous avons plus de 274 cas confirmés. Voyons maintenant les différentes clades que nous enregistrons dans notre pays. D'abord, je vais dire que les patients sont âgés de 2 à 78 ans. Et nous avons un kit pour les tests PCR. Vous avez la description ici à l'écran. Passons à la prochaine diapo. Quelle est l'évaluation des risques de variole simienne en Zambie? D'abord, c'est un risque qui est élevé. La probabilité d'une transmission à l'intérieur du pays est considérée comme modérée. Et l'impact potentiel d'une épidémie de Mpox dans notre pays est élevé. De façon générale, les risques de la Mpox en Zambie sont plutôt élevés. Donc, voici un peu l'évaluation que nous faisons des risques de Mpox dans notre pays. Toujours concernant la transmission de la variole simienne. Déjà, il y a des cas de transmission indirecte. Et puis, il y a des cas de transmission verticale. S'agissant de la transmission indirecte, je pourrais vous donner des exemples. Par exemple, il y a des vêtements ou du linge qui est infecté et qui est utilisé par plusieurs personnes. Ensuite, lorsque ce linge ou ces vêtements sont secoués, eh bien, les particules peuvent se disperser dans l'air
Et là, lorsque elles sont inhalées ou lorsqu'elles sont en contact avec des membranes muqueuses ou avec certaines lésions, eh bien, il y a des contaminations. Concernant la transmission verticale, eh bien, cela se produit généralement lors de la grossesse. Il y a une transmission par le biais du placenta. Dans chaque centre de santé, il y a des espaces qui sont dédiés à la prise en charge des patients de la Mpox. Il y a aussi des formations qui sont organisées à l'intention des professionnels de la santé et des personnes influentes au sein de la communauté. Quelles sont maintenant certaines étapes clés pour la prise en charge? Déjà, il y a un soutien mental, psychologique qui est apporté, la prise en charge, le traitement des lésions. Il y a aussi la gestion de la douleur. Nous avons naturellement la PCI, donc les mesures de prévention, contrôle des infections, et nous faisons également nous utilisons des antiviraux pour des cas les plus sévères, les cas les plus graves. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Concernant maintenant les activités de recherche des cas contacts, nous faisons un suivi des cas contacts sur une période de 21 jours après le dernier contact entre ces personnes et des cas confirmés. S'il n'y a pas de signes de variole simienne, ces personnes peuvent vaquer à leurs activités, aller à l'école ou faire d'autres choses. Pour ce qui est maintenant des soins de santé dispensés à domicile, nous avons des évaluations cliniques de la Mpox que nous considérons comme étant modérées. Nous avons des critères pour la sélection des patients qui doivent être pris en charge à domicile. Il y a un processus ou une procédure de prise en charge de ces patients. Nous avons des activités de suivi de ces patients et nous faisons également une inspection des ménages où ces patients sont pris en charge. Voici un peu les critères que nous suivons dans le cadre de la Zambie. Quelle est maintenant la justification pour les soins de santé à domicile? D'abord, l'idée, c'est d'éliminer la transmission ou d'éviter surtout cette transmission. C'est pour cela que nous voulons isoler certains patients, de peur que la maladie ne se répande dans d'autres communautés. Ensuite, il y a la gestion des ressources. Les personnes soignantes réduisent ainsi la charge sur les infrastructures sanitaires. L'autre critère, c'est l'accessibilité. Nous savons que nous sommes dans un contexte où les ressources sont limitées et donc la prise en charge à domicile offre des solutions pratiques pour réduire la variole simienne, surtout lorsque les infrastructures sanitaires ne sont pas adaptées. Dans le cas de notre pays, par exemple, nous n'avons pas suffisamment de zones d'isolement des patients. C'est pour cela que la prise en charge des patients à domicile est pour nous une option qui est la bienvenue. Enfin, cela permet aussi d'avoir un environnement qui est assez bienveillant et qui accompagne le patient sur le chemin du rétablissement. Je vais continuer toujours sur ma lancée. Nous avons des facteurs cliniques et environnementaux. Les facteurs cliniques incluent notamment les cas de complications et d'isolement des patients. La décision de prendre soin d'une personne à domicile dépend de différents critères. D'abord, nous allons faire une évaluation clinique de la personne. Ensuite, il existe un mécanisme déjà établi pour voir la progression, l'évolution de la maladie. Le troisième critère, c'est la capacité à observer les mesures préventives, l'accès à suffisamment d'eau potable, la capacité de penser ou à penser les blessures. Tout cela permet de réduire en fait la propagation de la maladie dans le ménage. Il y a également des mesures que nous prenons. Normalement, nous ne recommandons pas la prise en charge des femmes enceintes ainsi que des enfants de moins de 5 ans, hein, à la maison.
Les centres de santé se dotent progressivement de centres d'isolement. Si la condition du patient se dégrade, eh bien, on demande au ménage de contacter les autorités en charge des centres de santé les plus proches. Un autre critère, c'est que pour les enfants ainsi que les femmes enceintes, normalement, ces personnes ont besoin de recevoir des soins de santé dans les centres de santé. C'est pour cela que ces personnes ne font pas partie de ce programme de prise en charge à domicile. Au départ, nous examinons quels sont les symptômes. Nous avons 16 critères, 16 symptômes que nous examinons. D'abord, il y a la fièvre. On essaie de voir quelle est la sévérité de la fièvre. Est-ce qu'il y a des maladies cutanées, euh, la diarrhée, des douleurs à la gorge, etc. Donc, ce sont plein de symptômes que nous examinons avant de décider si une personne doit être prise en charge chez elle. Il y a d'autres informations que nous vérifions. Par exemple, nous voyons le nombre de contacts. Nous voyons s'il y a des patients qui ont l'un de tous les symptômes que j'ai mentionnés un peu plus tôt. Si tel est le cas, eh bien, nous demandons à ces patients de suivre d'autres examens. Les patients qui sont désolé, les interprètes n'avaient pas entendu l'intervenant. Alors, nous poursuivons pour ce qui est de ménage que nous allons inspecter. D'abord, nous voyons le nombre de personnes dans le ménage. Nous voyons ensuite combien de chambres il y a dans ce ménage. Nous voyons aussi s'il y a une salle ou une chambre pour que le patient puisse être isolé. Nous voyons également si il y a des personnes âgées qui vivent dans cette maison, quelle est la condition de cette personne. Est-ce qu'elle a des maladies cutanées? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'hypertension, des maladies respiratoires? Et nous voyons aussi s'il y a quelqu'un qui peut prendre soin du patient. Ensuite, on regarde s'il y a des toilettes communes. Est-ce que le centre de santé ou les personnes qui offrent des soins de santé euh, ont l'asthme, le diabète ou d'autres pathologies? Tout cela nous permet de déterminer si le ménage peut être utilisé comme un centre pour les soins de santé à domicile. Lorsqu'il y a des cas qui sont relativement modérés, eh bien, nous faisons une consultation par téléphone ou alors en personne. Ce sont des activités que nous faisons régulièrement, au quotidien même. Ensuite, nous faisons la même enquête pour voir si les symptômes que nous avons identifiés existent, s'ils persistent également. Ensuite, nous donnons des informations sur des questions qui sont pertinentes. Par exemple, pour que le patient puisse avoir des médicaments, pour qu'il puisse savoir où s'approvisionner en médicaments également, et nous encourageons l'hydratation. La dernière chose que nous vérifions, c'est de voir si les autres membres de la maison, du ménage, développent également des symptômes de la variole simienne. Nous avons ici les normes pour l'IPC. D'abord, il faut porter un masque à tout moment,
se laver les mains avec du savon, faire une évaluation continue des patients, vérifier quel est le niveau de sévérité des symptômes du patient et nous observons les symptômes potentiels que peuvent présenter d'autres personnes vivant dans la même maison. Nous sensibilisons également les patients. À quel moment est-ce que ces derniers doivent retourner dans les centres de santé? Il y a des facteurs environnementaux, les changements en termes d'approvisionnement en eau, les conditions WASH, la disponibilité du matériel de nettoyage, etc. Ici, nous avons la checklist. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit que c'est très bien défini. Par exemple, l'hygiène des mains, les équipements de protection personnelle pour réduire les risques de contamination. J'ai parlé également du nettoyage et de la gestion des risques. Alors, à ce niveau, nous faisons tout pour éviter qu'il y ait une propagation de l'infection avec les autres membres de la famille en limitant le contact physique et l'espace partagé avec les autres membres de la famille. On essaie de les mettre dans une salle isolée. Également, on met l'accent sur le nettoyage des mains, le nettoyage de toutes les surfaces avec de l'alcool et du savon, l'utilisation des toilettes communs ou communes qui doivent être interdits. Ne pas partager le lit, éviter de s'asseoir sur euh, le même fauteuil, les mêmes meubles. Également, avoir une personne dédiée pour les soins. Voici un autre critère où nous faisons l'évaluation pour les risques faibles et moins élevés, où nous assignons des agents de santé communautaire à chaque cas selon les critères. Nous élaborons ou nous évoquons également des questions de non-conformité aux mesures IPC, les cas qui se détériorent pendant l'isolation, la période d'isolation ou pendant la période de traitement à domicile. Et également, nous faisons des planifications pour les tests cliniques et nous échangeons avec le partage, nous promouvons le partage de patients pour pouvoir promouvoir l'isolation de ces patients. Quelles sont les leçons apprises? Nous savons que les soins à domicile ont réduit la charge sur les soins le personnel de santé. Ceci également permet d'avoir un espace pour les patients qui sont des des patients qui ont des cas plus graves et également allège l'impact sur les infrastructures. Il faut dire qu'il n'y a pas de nouveaux cas qui renaissent des lieux ou des domiciles où il y a traitement de patients. Une autre leçon apprise ici dans les soins de santé à domicile, c'est que le mode de sensibilisation communautaire sur le IPC au niveau des ménages et des membres communautaires a permet de guider les visites entre les agents de soins de santé et les patients. Nous avons pu réduire la peur et la stigmatisation au sein des membres de la communauté. Nous avons pu également faire le transfert de compétences et de connaissances sur ce que nous avons appris au niveau des communautés et de la gestion des soins à domicile. Bien sûr, il y a eu des défis tels que les ressources limitées pour payer les, euh, pour payer les indemnités des agents des soins de santé communautaires. Également, il y a la conformité aux éléments ou aux mesures du IPC au niveau des ménages qui était plus difficile.
Il faut dire aussi que pour les questions de RIPC qui se rapportent à la décontamination des infections et la fourniture également de toutes les mesures nécessaires dans ce cas n'était pas bien compris. Mais en général, il faut dire que cette mesure a vraiment bien fonctionné pour le pays et ceci nous a permis de pouvoir évaluer ce que nous faisons en tant que pays, quelles sont nos avancées et quels sont les appuis techniques nécessaires pour pouvoir mettre à l'échelle ces soins de santé pour les patients de variole simienne à domicile. Merci énormément. Nous allons dire merci encore, féliciter notre orateur de la Zambie qui a partagé son expérience dans la mise en œuvre de la prise en charge à domicile. Vous avez parlé des programmes IPC qui a été mené au niveau des provinces, des communautés et des centres de santé qui ont permis d'avoir des soins de santé ou des prises en charge exhaustive pour toute la communauté. Vous avez mis l'accent sur les éléments spécifiques du IPC afin de fournir des soins de santé à domicile et que l'environnement soit favorable, que le patient, les fournisseurs de soins et même la famille se soumettent aux lignes directrices du IPC, prévention, contrôle des infections. Merci énormément d'avoir partagé ceci avec nous. Vous nous avez montré également le rôle des différents acteurs dans l'appui de la prise en charge à domicile qui est très importante. Merci. Chers collègues, nous passons maintenant à la session des questions-réponses. Vous pouvez utiliser l'icône lever la main pour pour que nous puissions vous donner la parole et vous autoriser à activer votre micro. Il y a également des questions qui ont été posées dans la boîte de dialogue et je vais demander à Dr. Nocheno et Dr. April de répondre à ces préoccupations. Dr. Nochen a répondu à certaines questions déjà dans la boîte de dialogue. Elle pourrait prendre la parole pour nous donner plus de détails, si possible. On a, pa- on a posé une question relative à la bonne gestion des déchets dans la prise en charge à domicile. Également, une autre question sur comment décontaminer les instruments et quels produits chimiques utiliser pour cette désinfection. Alors, Dr. Noshin, vous avez la parole. Grand merci pour la question relative à la gestion des déchets. Il y a des déchets qui sont produits au cours des traitements à la maison. Vous utilisez des gants et autres ustensiles qui sont euh, qui sont des déchets qui doivent être détruits le plus tôt possible et les garder loin de tout contact. Vous pouvez les attacher dans un sac à poubelle, bien les attacher dans un sac à poubelle et vous en débarrasser le plus tôt possible. Si c'est difficile de le faire très fréquemment, il serait convenable d'avoir des services communautaires pour la collecte de ces sacs à poubelle et vous permettre de vous débarrasser de ces ordures le plus tôt possible. N'oubliez pas qu'il est important également de parler de la destruction des équipements de protection personnelle, même pour les agents de santé. Il faudrait vous assurer de vous en, vous en débarrasser de façon convenable et le plus tôt possible. Ceci s'applique également à la gestion des déchets dans les ménages. Je vous redonne la parole. Merci énormément, Noshine, pour cette réponse. Alors, docteur Ebo, il y a également une question sur la décontamination. Quels sont les produits chimiques que nous pourrions utiliser? Docteur April, chers collègues, si vous avez des questions à l'endroit de notre ami de la Zambie, priez de lever la main. Merci pour la parole donnée. Le message à retenir ici, c'est que
Le virus de la variole simienne peut être rapidement activé et les études montrent que c'est un virus qui se propage rapidement. Alors, nous n'avons pas des lignes directrices en ce qui concerne les produits chimiques. Vous pouvez utiliser ce que vous utilisez dans vos centres de santé déjà pour la désinfection, pour le nettoyage, donc, selon le niveau de désinfection dont vous avez besoin. Alors, il n'y a pas de produit chimique spécifique pour la variole simienne. Vous pouvez utiliser l'alcool à 0,5%. Vous pouvez utiliser donc les produits chimiques euh, s'appliquant aux normes standards ou aux procédures standards de nettoyage. Ceci s'applique parfaitement. Merci. La réponse est très claire. Je ne vois pas de main levée. Bon, il y a plutôt deux mains levées. Est-ce que nous pouvons leur permettre d'activer le micro? Nous avons la main de Serge levée. Je prends la parole. Oui, Je- oui, merci. Très bien pour la présentation de Innocent de la Zambie. C'est vraiment très illicite. C'est très clair et explicite. Mais j'aimerais connaître les précautions que la Zambie prenne avec les Mpox, connaissant que, entre guillemets, là où se trouve le Mpox, le virus d'Ebola est quelque part dans la nature. Quelles sont les précautions que la Zambie prenne, connaissant que derrière les Mpox, il peut surgir une épidémie de MVE, de la maladie à virus Ebola. Quelles sont les mesures que la Zambie prenne pour contourner un peu à ce qu'il n'arrive pas à être surpris comme a été le cas en RDC avec Ebola à Boulapé, alors qu'il y avait l'épicentre même de cette maladie non loin de là. Merci. J'espère. Monsieur Innocent, est-ce que vous avez compris la question? La question était de savoir quelles sont les précautions prises pour éviter la recrudescence de Ebola. Je pense qu'ici, même si la Zambie est à risque de la variole simienne, ça ne veut pas dire que forcément le virus d'Ebola va prendre le dessus après. Mais ce que vous voulez, c'est quelles sont les précautions. Ce que vous voulez savoir, pardon, c'est quelles sont les précautions prises pour éviter qu'il y ait une surprise, une mauvaise surprise, n'est-ce pas? Merci. Au collègue qui a posé cette question, il faut dire qu'en tant que pays, nous faisons l'évaluation des risques dans toutes les régions frontalières à la RDC. Nous mettons également des points clés au niveau des points d'entrée. Il y a un centre de gestion pour la prévention et le contrôle des infections ou des maladies infectieuses au niveau de ces points d'entrée. Et nous avons également des infrastructures d'isolation. Nous avons aussi en ce moment, en cours de discussion, euh, le niveau du personnel requis. Est-ce que nous avons suffisamment de personnel? Est-ce que nous avons les équipements nécessaires? Ce sont donc des conversations que nous tenons en ce moment au niveau de l'évaluation des risques préliminaires. Et le deuxième point, c'est le renforcement des capacités. Lorsque nous formons le personnel, nous mettons l'accent sur le personnel au niveau des frontières. Et il faut dire que nous faisons tout pour renforcer nos capacités cliniques ou de laboratoire. Et
Voici donc tout autant de mesures que nous mettons en place pour éviter toute mauvaise surprise. Il faut dire que nous avons accru également le niveau de dépistage et de détection au niveau des points d'entrée. Et aussi, nous avons des mesures plus accentuées au niveau des populations à haut risque. Voici donc des précautions que nous prenons au niveau pays. Merci énormément, monsieur, pour votre réponse. Rapidement, les deux dernières mains levées. Nous avons Arrero. Est-ce que vous pouvez rapidement prendre la parole pour que nous puissions clore la session d'aujourd'hui? Alors, docteur, est-ce que vous avez compris la question? C'est pour la Zambie. Alors, je répète la question. Alors, le collègue parlait du transport public en Zambie et il a dit qu'il vient du Togo et qu'au Togo, ils utilisent énormément les taxi-motos. Et l'un des défis, c'est que ces chauffeurs de taxi-moto utilisent le même casque pour tous leurs clients. Alors, qu'est-ce que vous avez comme mesure prise dans votre pays pour protéger les clients ainsi? Parce que vous avez parfois des patients de la variocinienne qui sont libérés dans la nature et qui se promènent. Alors, qu'en advient-il lorsqu'ils portent des casques dans des transports publics? Alors, merci énormément pour votre question. Il faut dire que lorsque nous faisons le dépistage de ce patient, très souvent, le gouvernement nous demande d'utiliser l'ambulance publique. Lorsqu'il y a un cas de détection, nous utilisons les ambulances. Il y a un investissement énorme du gouvernement afin de pouvoir utiliser ces ambulances pour pouvoir avoir accès ou pour pouvoir permettre le déplacement du malade. Maintenant, en ce qui concerne le déplacement de la personne malade en utilisant les véhicules publics, nous, nous faisons le suivi des cas contacts. Alors, nous faisons le dépistage même du chauffeur, des personnes dans le véhicule. Et ceci nous ramène à la question du virus Ebola. Il est important de pouvoir suivre toutes les personnes en contact avec ce malade pour éviter qu'il y ait une contamination. Alors, il y a une communication à tous les niveaux entre les centres de soins de santé et les patients. Merci énormément, Innocent, pour cet éclaircissement. Je pense qu'ici, le message clé, c'est la participation communautaire. S'assurer que tout le monde puissent être informés du mode de transmission et également
informer tous tous les prestataires de services, par exemple les transporteurs et toute autre personne afin de ne pas promouvoir l'utilisation du même équipement pour éviter les risques. Et à la main de docteur Vautry, qui est levé, vous avez la parole, docteur. Alors, je voulais faire une contribution en ce qui concerne l'utilisation de, du même casque par le patient. Je ne sais pas si ceci est basé sur des preuves, mais je me dis, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'éduquer le patient sur l'utilisation des motos taxis? Peut-être leur demander de protéger leur tête ou couvrir leur tête avant de porter le casque public. C'est juste une suggestion que j'ai voulu faire. Merci. Merci énormément, docteur Avotry, pour votre contribution. Je ne sais pas s'il y a en effet des preuves pour appuyer ceci, mais c'est quand même une mesure pratique que nous pourrions suggérer. Il est également très important de pouvoir nettoyer et désinfecter le casque après l'utilisation à chaque client. Et cela nous ramène à la participation communautaire, notamment à sensibiliser la communauté sur les moyens de prévention, de protection, mettre l'accent sur la protection des lésions, parce que vous savez que le mode de transmission à travers le contact direct, alors il faut se protéger. Je pense que Abdullah ou Luciane, ou plutôt Luciane, on va donner la parole à Luciane. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la parole donnée. Je suis Luciano du Cap-Vert et j'aimerais dire que les exposés étaient très intéressants. Il y a toutefois une situation ici au Cap-Vert. Nous n'avons pas détecté de cas de la mpox. Alors, je suis plutôt curieux d'entendre plus des autres pays. Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter qu'il y ait des cas de mpox? Et est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez eu à commettre depuis le début? Et si vous aviez l'opportunité de refaire les choses, qu'est-ce que vous auriez fait autrement? Également, comment vous gérez les communautés où il y a la prise en charge des patients à domicile? Et Et en Zambie, vous avez dit qu'il y a des membres de la famille qui aident au traitement ou à la prise en charge. Comment éviter que ces autres membres ne soient contaminés? Merci énormément pour votre question. Je pense que M. Innocent, dans son exposé, a déjà mentionné que dès le début de la flambée, il y avait des contacts des personnes ou des malades vivant au sein des ménages. Alors, il y a eu une sensibilisation pour appuyer la mise en œuvre des mesures du IPC et les soins de santé à domicile. Il a dit que il a présenté des critères, notamment il faut évaluer si le patient peut être pris en charge à domicile ou pas. Il a mentionné également la liste de vérification pour voir quels sont les critères, si les critères sont, euh, si le ménage présente les critères pour pouvoir accueillir ce patient, notamment une pièce aérée, une pièce dédiée et bien d'autres. Il a parlé également de la participation communautaire et ceci, il a mis l'accent bien entendu sur ce point qui est essentiel pour éviter la transmission au sein de la communauté. Et en ce qui concerne la contribution des autres pays, je dirais que la situation évolue. ah, Et tout ceci fait partie du programme d'intervention que nous appelons la surveillance, la gestion des cas, le renforcement des capacités et le dépistage de tous les cas.
Alors, je ne sais pas si April aimerait faire une contribution supplémentaire. Vous, Tenda, vous avez résumé parfaitement ce qu'il fallait dire. Abdoulaye est la dernière personne à prendre la parole avant que nous ne terminions aujourd'hui. Vous avez la parole, Abdoulaye. Vous pouvez y aller. Malheureusement, nous ne vous entendons pas, Abdoulaye. Est-ce que vous me recevez maintenant, Tenda? Oui, c'est bon. Toutes nos excuses, les interprètes ne reçoivent pas audiblement l'intervenant. Abdoulaye, malheureusement, on ne vous reçoit pas. Oui, maintenant, on vous reçoit. Alors, très rapidement, j'aimerais savoir, au cours de votre exposé, vous avez parlé des produits tels que, tels que ce qu'on appelle en anglais le baking soda, qui est un produit de cuisine qui peut être utilisé pour laver les patients. J'aimerais savoir quelles sont les preuves qui appuient cette analyse. Et je pense que c'est nos c'est Ici, nous parlons de bicarbonate de soude pour le bain aux malades. Alors, ceci vient des lignes directrices qui ont été mises en œuvre dans plusieurs pays, y compris les États-Unis et même l'Australie, qui ont recommandé l'utilisation du sel et du bicarbonate de soude, qui peuvent être utilisés pour laver les patients. Alors, je ne sais pas quelle est la dimension clinique à cela, mais ce sont des recommandations. Oui, on peut faire le suivi avec l'équipe clinique. Oui, en effet. Lorsque nous allons partager les ressources de cette formation, nous allons également y ajouter les recommandations et les réponses aux questions qui n'ont pas eu de réponse. Alors, chers collègues, nous sommes presque à la fin de cette session. Je vous en prie, il y a une question qui aimerait être posée. Vous pouvez poser votre question dans la boîte de dialogue. Alors, le docteur pourrait répondre à cette question dans la boîte de questions-réponses plutôt. Docteur Solomon, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, procéder à la clôture de cette session? Merci énormément, Tenda et chers collègues, pour cette session très interactive. Et merci aux facilitatrices pour avoir conduit les conversations. Avant de clore, j'aimerais revenir sur les actions clés qui ont été suggérées par le groupe de facilitatrices et même par les facilitateurs, par les participants. Le premier point, c'est la nécessité d'une adaptation nationale et une diffusion nationale. Les pays doivent adopter et diffuser les lignes directrices de l'OMS sur l'IPC pour la MPOS et faciliter le protocole, la mise en œuvre du protocole au niveau national. Ceci est essentiel. Au cours des différents exposés, on
on a vu qu'il est essentiel d'inclure les spécificités pays et cette adaptation est essentielle. Le point suivant, c'est la formation et le renforcement des capacités. Nous devons organiser des formations d'orientation pour le personnel de santé, le personnel de santé communautaire et les enseigner sur les nouvelles recommandations. Ceci peut se faire Ceci ceci est revenu plusieurs fois, que nous devons passer d'un programme axé sur la mPOS à un programme intégré aux autres programmes de lutte contre les maladies infectieuses. Et ceci nécessite un renforcement des capacités. Alors, il est essentiel de mener ces activités de renforcement des capacités et d'orientation. Et ensuite, le troisième point, c'est l'intégration dans les systèmes régionaux. Nous avons inclus la mPOS et les mesures IPC dans les programmes IPC existants et même les soins de santé primaires et d'autres programmes, afin que ceux-ci demeurent actifs dans les phases d'urgence. Un autre élément important, c'est l'appui au niveau de la prise en charge à domicile. Les centres de santé existants ne pourraient pas être à même de pouvoir gérer tous les nouveaux cas. Et parfois, c'est une surcharge non nécessaire sur les centres de santé. Alors, il est essentiel de renforcer les prises en charge à domicile en fournissant des instructions claires aux ménages avec les mesures de IPC pour que il y ait des prises en charge sécurisées et sûres. Et également, il y a des aspects clés que nous devons exposer à la famille. Et le point final, c'est le suivi et la mise à jour continue en utilisant l'approche IPC, mettre à jour de façon régulière nos programmes nationaux. Et selon moi, ce sont ces 5 actions clés très importantes que nous devons prendre en considération lorsque nous retournerons chez nous. Et certainement, ou peut-être la prochaine fois, quand nous allons nous rencontrer, nous allons voir quel est le niveau de mise en œuvre de ces points d'action. Alors, chers collègues, la discussion d'aujourd'hui nous a fait comprendre que la lutte contre la variole simienne peut se faire en respectant les recommandations de l'OMS, mais il est important d'adopter ou d'adapter ces recommandations au niveau national pour pouvoir continuer nos avancées dans la gestion de cette maladie. Au nom de l'OMS et de tous nos partenaires, j'aimerais vous dire merci. Et j'aimerais également remercier les facilitatrices et les orateurs et oratrices. Ces personnes nous venant de différentes organisations. Merci également aux participants et participantes pour votre contribution très active. Vous avez, nous croyons que le progrès que nous allons voir dans la MBOS ou les progrès que nous faisons en ce moment dans la lutte contre la variole simienne va permettre d'éradiquer éventuellement cette maladie. Merci énormément pour votre collaboration, pour votre présence. Il est important de continuer cette collaboration car ceci est essentiel pour que nos pays demeurent sûrs, restons connectés et restons forts dans cette lutte pour le bien-être sanitaire de nos communautés. Merci. Bye bye.